Donc, bonjour à tous. On va attendre que tout le monde rejoigne petit à petit, et donc je commencerai le webinaire. On va attendre 1 ou 2 minutes et c'est parti. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Donc, je me présente, Tom Laveille, donc ingénieur en efficacité énergétique chez Green System. Donc, c'est moi qui vais aujourd'hui, animer ce webinaire sur le décret tertiaire et en particulier sur la réalisation des déclarations avant le 31 décembre de cette année. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation du déroulement de ce webinaire. Donc je vais commencer par reposer un peu les bases avec quelques explications sur le décret tertiaire, qui est concerné et les problématiques que ce décret entraîne. Et puis ensuite, je vous présenterai une solution qu'on a développée au sein de Green System pour vous aider à effectuer justement ces déclarations donc, avant le 31 décembre. Donc ce sera une déclaration en direct de l'outil. Et puis ensuite, on pourra enchaîner sur une session de questions-réponses. Donc à votre disposition, vous avez un onglet questions-réponses et un onglet chat. Pour tout ce qui est questions sur le contenu du webinaire, il faudra éventuellement privilégier donc l'onglet questions-réponses. Ça facilitera un peu la tâche de notre côté. Donc je vais pouvoir commencer. Tout d'abord, quelques petits rappels sur le décret tertiaire. Donc c'est un texte de loi qui est paru du coup en 2019. Et qui impose aux concernés d'entreprendre des actions d'économie d'énergie, donc pour 2030, 2040 et 2050. Et ça impose également un objectif déclaratif, donc qui se fait notamment pour le 31 décembre 2022, mais qui devra également se faire pour les années à venir, donc chaque année. Donc, qui est concerné par ce décret tertiaire? Donc, on a plusieurs cas en fait, d'usage. Donc, en général, c'est les bâtiments ou ensemble de bâtiments qui hébergent des activités tertiaires d'une surface de plus de 1000 m². Donc, pour tout ce qui est différents cas d'usage, on a par exemple un bâtiment unique qui héberge uniquement des activités tertiaires et qui fait plus de 1000 m², il va être concerné. Et qu'il y ait un unique occupant ou plusieurs occupants. Par exemple, si vous avez un immeuble de bureau avec 1500 m² de surface totale, mais que chaque locataire fait, disons, 150 m², chacun des locataires va être concerné par ce décret-là. On a aussi les parties de bâtiments à usage mixte. Donc, si vous avez par exemple des activités industrielles et tertiaires dont la somme des activités tertiaires fait plus de 1000 m², alors ces activités-là seront également assujetties. Et ensuite, le dernier cas un petit peu plus large, dans le cas d'un ensemble de bâtiments, si vous avez un ensemble de bâtiments qui se trouvent sur une même unité foncière ou un même site, si chacun de ces bâtiments fait, disons, 500 m² et que vous avez 3 bâtiments, alors l'ensemble de ces bâtiments sera bel et bien concerné par le décret tertiaire. Donc, pour les étapes du décret tertiaire. Donc, la première étape, ça va être en fin d'année, la première échéance donc, déclarative, où il va falloir déclarer son patrimoine, ses données de consommation donc, pour 2020 et 2021, et idéalement identifier une année de référence qui permettra de calculer les objectifs d'économie d'énergie à réaliser dans les années à venir. Cette échéance était prévue initialement au 30 septembre 2021, elle a été repoussée au 30 septembre 2022 et encore repoussée au 31 décembre 2022 pour donner un peu plus de souplesse. Pour l'année prochaine, donc en début d'année 2023, Opera, donc la plateforme de l'ADEME sur laquelle on effectue les déclarations, a prévu de s'interfacer avec les solutions de management de l'énergie. Donc si par exemple vous avez des solutions de ce type-là, plutôt que de fonctionner par dépôt de fichiers sur Operate, elles pourront venir directement se connecter sur la plateforme et donc faciliter toutes les déclarations donc, annuelles qui viendront jusqu'en 2050. L'année 2023, on a un délai qui a été accordé justement pour choisir l'année de référence. Initialement, cette année devait être déclarée en 2022, donc au 31 décembre, mais encore une fois, il y a un peu de souplesse qui a été accordée pour identifier et pour déclarer cette année-là. Ensuite, en 2027, ça va être l'échéance de déclaration de modulation des objectifs. Donc, c'est la date en fait à laquelle on va pouvoir, la date limite à laquelle on va pouvoir déposer des dossiers de modulation qui permettront de justifier si par exemple on a des contraintes architecturales, contraintes patrimoniales ou contraintes économiques qui freinent en fait l'atteinte des objectifs pour 2030, 2040 et 2050.
Et donc ensuite, toutes les années à venir vont être du coup le siège de déclaration annuelle. Donc ça va être des déclarations similaires à la première qu'on doit effectuer pour le 31 décembre. Des déclarations en fait de vos consommations tous les ans, avec éventuellement la déclaration de l'évolution de votre patrimoine si c'est le cas. Et donc en 2031, 2041 et 2041, on aura la vérification de l'atteinte des objectifs, donc pour les années 2030, 2040 et 2050. Donc les objectifs qui sont par exemple à 40%, 50% et 60% respectivement d'économie d'énergie. On a également un autre type d'objectif en valeur absolue sur lequel je reviendrai un peu plus tard, parce que c'est un petit peu plus complexe. Donc ce décret et tous les textes qui y sont associés entraînent différentes problématiques. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on a le texte principal du décret, mais on a ensuite plusieurs arrêtés complémentaires, donc arrêtés méthode, arrêtés valeur absolue, qui viennent compléter le texte principal. Et donc au final, comprendre en fait et lire l'ensemble de ces textes peut parfois être assez compliqué. On est vite perdu en fait dans ce qu'on doit réellement faire et à quelle date. Donc à cause de ça, toutes les étapes déclaratives, donc que ce soit la déclaration du patrimoine, la déclaration des consommations ou même la déclaration de l'année de référence, peuvent paraître relativement floues et relativement compliquées pour qui ne s'est pas penché profondément sur les textes officiels. À cause de ça, on peut avoir relativement peur en fait, de faire des erreurs et d'aboutir sur des déclarations qui sont potentiellement fausses, sur lesquelles on va devoir potentiellement revenir en fait, plus tard à cause de ces erreurs-là. En particulier, différentes étapes peuvent également être relativement complexes, notamment la collecte de l'ensemble des données de consommation, donc que ce soit pour 2020-2021, mais surtout pour l'historique de consommation entre 2010 et 2019, qui représente la plage en fait, sur laquelle on va pouvoir choisir une année de référence. Récolter 10 ans d'historique de consommation, ça peut être très compliqué, voire impossible en fait, pour les personnes ou les sociétés qui n'auraient pas historisé l'ensemble des factures ou qui ne posséderaient pas simplement de récapitulatif de consommation. Et ensuite, lié ensuite à sa collecte de consommation, pour déterminer et choisir la bonne année de référence, ce n'est pas forcément évident non plus. On a tout un tas de formules dans les arrêtés qui sont quand même relativement complexes et qui font intervenir certaines notions qui ne sont pas forcément familières pour tout le monde. Et donc, ça représente un gros point noir dans la réalisation des déclarations soi-même. Donc, pour répondre à toutes ces problématiques, Green System, en tant qu'éditeur de logiciels, a développé un outil, le configurateur d'écrit tertiaire, qui permet aux assujettis de réaliser leurs déclarations. Donc, le but de cet outil, c'est vraiment de vous faciliter la vie, de vous accompagner en fait, de A à Z sur l'ensemble des déclarations et d'automatiser tout ce qui peut l'être pour faciliter toutes vos déclarations. Donc là, rapidement, on voit quelques étapes de cet outil-là. Donc je reviendrai ensuite, on aura vraiment une présentation dédiée et complète sur cet outil-là. Mais rapidement, pour résumer, donc dans cet outil, on va pouvoir définir et étudier l'assujettissement du patrimoine en quelques clics. Donc vérifier si vous êtes bien concerné ou non par le décret tertiaire. Ensuite, on va pouvoir faire tout ce qui est déclaration patrimoniale, déclaration des consommations, notamment avec une automatisation de la collecte des données de consommation. Donc, cette automatisation, elle se fait auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, donc Enedis et GRDF. Donc, ça permet aux personnes qui n'auraient pas d'historique, qui n'auraient pas de facture sur 10 ans, de récupérer facilement et rapidement en fait, l'ensemble de cet historique-là. Ensuite, le configurateur va venir calculer et définir automatiquement l'année de référence et calculer les objectifs associés, donc en valeur relative et en valeur absolue, objectifs qu'il faudra du coup suivre en 2030, 2040, 2050 pour être dans les clous au niveau des économies d'énergie. Et donc la finalité de cet outil, c'est de générer des fichiers qui pourront simplement être déposés sur votre compte Opérate. Ça se fait en quelques clics, simplement un téléversement. Ils sont ensuite traités dans, disons, la demi-heure sur Opérate pour constituer l'ensemble de vos déclarations sur la plateforme. Donc, je vais vous commencer la présentation de l'outil. On va vous transmettre à la fin de la présentation un lien justement vers cet outil-là qui permettra de vous connecter pour naviguer un peu dessus. Il est accessible directement sur notre site web. C'est un outil en SaaS, donc accessible directement sur votre navigateur. Donc voilà, là je me trouve sur la page de connexion du configurateur.
Donc ici, une page, éventuellement, en tant que premier utilisateur, vous pourrez directement vous créer un compte ici pour directement accéder à cet outil-là. Donc là, je vais venir me connecter avec les identifiants qui sont générés lors de mon inscription. Et donc, en me connectant, j'arrive directement sur mon espace personnel où je retrouve l'ensemble de mes déclarations. Donc, ça peut être également pratique si vous avez un assez large patrimoine pour venir superviser l'ensemble des déclarations et l'avancement dans chacune des étapes déclaratives donc avant le 31 décembre de cette année. Donc là, à titre d'exemple, on a différentes déclarations qui sont en train d'être effectuées et on voit l'état d'avancement dans chacune des étapes du configurateur. Je reviendrai en détail sur chacune des étapes, donc je ne vais pas les expliciter ici, mais on voit ici par exemple qu'on a 2 étapes complètes, 3 étapes en cours. Pour cette société-là, on a 3 étapes qui sont encore manquantes, donc je peux superviser tout mon patrimoine là-dessus. Cet outil, c'est un outil qui est collaboratif, donc c'est-à-dire qu'on peut partager l'outil et inviter en fait un nombre indéfini d'utilisateurs qui pourront avoir accès à l'ensemble des déclarations ou éventuellement à une unique déclaration. Donc, je vais pouvoir partager cet outil-là, inviter des personnes à collaborer. Donc, imaginons des collègues pour effectuer toutes vos déclarations ou simplement, si vous effectuez des déclarations pour quelqu'un, vous pourrez inviter par exemple un responsable du site qui s'y connaît un petit peu mieux que vous sur un site en particulier pour qu'il vienne compléter les informations qui vous manquent. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe pour alimenter ce tableau de bord et pour vraiment commencer les déclarations. Donc, je vais faire un cas de A à Z. Je vais prendre un cas relativement simple, le cas d'une commune. Je ferai en particulier la déclaration de la mairie de cette commune-là. Donc, je vais cliquer sur un bouton ici, Nouvelle déclaration. Donc, j'ai un menu qui apparaît pour un peu décrire ma déclaration. Donc là, voilà, je lui donne un nom. Différentes cases pour aiguiller un petit peu et pour définir dans quel cas je me trouve. Donc, si par exemple, vous êtes un mandataire ou vous faites mandater cette déclaration, on va venir cocher ça ici. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble de bureau, par exemple, et que vous souhaitez déclarer l'ensemble de vos locataires sur une même déclaration, vous pouvez également le renseigner en cliquant là-dessus. Là, en l'occurrence, je vais me positionner du point de vue de la commune qui réalise ces déclarations pour elle-même. Donc là, je vais venir copier-coller le SIREN de la commune. J'ai la possibilité également de copier-coller un SIRET qui permettra d'effectuer uniquement la déclaration d'un seul établissement. Là, vous le verrez, je vais copier-coller un SIREN. Donc, l'outil va venir automatiquement récupérer tous les établissements de cette commune-là. Donc là, je mets le SIREN de la commune, il est identifié. Je valide et j'arrive directement sur la déclaration de la commune avec tous les établissements rattachés à cette commune-là qui sont identifiés. Donc, on trouve des écoles élémentaires, des services techniques et la mairie, en l'occurrence, sur lequel je vais me concentrer. Donc là, on est sur l'étape définition du périmètre qui vous permet de choisir les bâtiments que vous souhaitez étudier. Si vous savez qu'un bâtiment, par exemple, fait moins de 1000 m², vous pouvez tout simplement l'exclure du périmètre. Il a été détecté automatiquement, mais vous pouvez très facilement l'enlever. Pour le cas des communes, on a potentiellement des bâtiments qui n'ont pas de SIRET. On va pouvoir également les ajouter manuellement. Donc là, par exemple, je renseigne mon bâtiment. Je suis propriétaire occupant dans mon exemple. Je vais pouvoir dire que je suis une collectivité. Et donc, dans ce cas-là, si je n'ai pas de SIRET, je vais pouvoir simplement renseigner donc, la dénomination de l'entité. Ensuite, je peux me servir de l'adresse. Donc là, j'en prends une au pif. J'ajoute cet établissement-là et donc il apparaîtra dans le périmètre que je souhaite superviser. Une fois que je suis d'accord avec le périmètre qui s'affiche là, je vais pouvoir vraiment rentrer dans la prochaine étape, qui est la qualification des sites, étape qui permet de vérifier l'assujettissement de mon bâtiment. Donc là, je retrouve l'ensemble de mes établissements qui ont été directement en fait, récupérés par l'outil. Donc je vais prendre cet exemple-là, ce bâtiment ici. Donc on arrive sur une carte interactive où là, l'objectif, ça va être de venir sélectionner à la fois vos parcelles cadastrales et les bâtiments qui sont à étudier sur ce site-là. Donc ici, j'ai une carte interactive, je vais pouvoir sélectionner le mode de sélection que je veux utiliser. Donc là, par exemple, je prends le mode de sélection parcelle et je clique sur toutes les parcelles sur lesquelles se trouve mon bâtiment. Toute la référence de ces parcelles est directement récupérée. Ah, pardon, il y a eu un petit problème. Excusez-moi, un problème d'internet de sauvegarde. Je recommence.
Donc voilà, je viens sélectionner mes parcelles et donc la référence de mes parcelles est automatiquement récupérée. Ça évite de devoir éventuellement se pencher dans les dossiers, on va dire, d'architecte ou de devoir aller sur Géoportail pour récupérer les références de ces parcelles-là. On les récupère en fait directement avec quelques clics sur l'outil. Ensuite, je viens sélectionner le bâtiment que je souhaite étudier, en l'occurrence celui-ci. Je vais donner un nom à ce bâtiment-là, par exemple mairie. Éventuellement, si vous êtes plusieurs locataires d'un immeuble, on peut avoir des numéros de lot pour identifier chacun des locataires. Là, ce n'est pas le cas, mais je vais pouvoir éventuellement le faire si besoin. Ensuite, on a des questions qui permettent d'aiguiller dans quelle situation on se trouve. Donc, si on est exclusivement dans le domaine du tertiaire ou si on est avec des activités mixtes, par exemple sur un site industriel qui hébergerait des bureaux, ça permet d'étudier le cas d'assujettissement en fait, de vos bâtiments, qui est une notion assez importante sur Opérate. Ensuite, on a une question si on est en oui ou non en multi-occupation. Donc là, ce n'est pas le cas, mais si c'était le cas, on aurait éventuellement besoin des surfaces des autres occupants pour vérifier que le bâtiment est bien assujetti. Donc là, ce n'est pas mon cas. Je vais renseigner la surface tertiaire du bâtiment que j'occupe, disons 3500 m². Et ensuite, là, on a une liste de tous les cas particuliers du décret tertiaire, tous les cas particuliers d'activités tertiaires qui ne sont en réalité pas concernés par le décret. Donc, on en a quand même un paquet. On a par exemple des activités de défense, des activités de sécurité civile, des bâtiments de culte, ce genre de choses. Donc là, si vous êtes éventuellement concerné par ces cas, vous allez pouvoir sélectionner donc, les cas que vous voulez exclure, renseigner la surface associée à ces activités-là qui seront automatiquement déduites de la surface assujettie au décret tertiaire. Donc là, je retrouve mon bâtiment, mes parcelles cadastrales. Je peux éventuellement sélectionner plusieurs bâtiments si sur mon unité foncière, par exemple, j'en occupe plusieurs. Une fois que j'ai fait ça pour mon bâtiment, je vais pouvoir le faire pour tout mon patrimoine. Là, je vais me concentrer vraiment sur celui-ci et passer à la suite. On va pouvoir rentrer dans la déclaration patrimoniale. Donc pour passer à la déclaration patrimoniale, on dépense un crédit du configurateur. J'expliquerai dans la suite comment ça fonctionne justement ce système de crédit, qui est quand même relativement important. Et donc j'arrive sur la déclaration patrimoniale. Déclaration patrimoniale, c'est là qu'on va venir renseigner quelques informations sur le site. Donc ça va être la parcelle principale, la station météo, les énergies utilisées, éventuellement mes points de livraison. Et ensuite, je reviendrai là-dessus, les catégories d'activité qui permettront, on verra ensuite, de calculer tout ce qui est objectif en valeur absolue. Donc ici, je sélectionne la parcelle principale. J'en ai sélectionné plusieurs avant, mais il faut au final en sélectionner qu'une seule qui est vraiment la parcelle principale de votre bâtiment. De manière générale, ça va être celle sur laquelle le bâtiment en fait, a la plus grande emprise au sol. Donc là, on voit que c'est celle-ci assez facilement. Ici, on a la station météo la plus appropriée, qui est par défaut la station météo la plus proche. À quoi va servir cette station météo? Elle intervient dans la récupération des données climatiques qui permettent par la suite d'effectuer des corrections sur les données de consommation. Donc, selon si l'année en fait, est chaude ou froide, on pourra venir corriger, justifier, on va dire, une surconsommation ou une sous-consommation sur vos années entre 2010 et 2019 pour vraiment regarder idéalement quelle année est vraiment l'année de référence. Donc, c'est à ça que va servir cette station météo. Ensuite, on a les types d'énergie qui sont utilisés sur le site. Donc, on a toute la liste en fait, de tout ce qui est possible, hein, électricité, gaz naturel, gaz liquéfié, réseau de froid, gaz propane, etc. Donc là, je vais venir sélectionner ce qui m'intéresse. Par exemple, ce que je viens de choisir. Ici, donc j'ai une première étape dans la récupération automatique des données que j'avais évoquée dans le petit débrief juste avant la présentation. C'est ici que je vais pouvoir renseigner les références de mes points de livraison. Donc les références de mes compteurs pour Enedis, donc l'électricité, et pour GRDF, pour le gaz. Donc pour montrer un petit peu comment ça se présente, j'ajoute ici un PRM. Je vais devoir copier-coller la référence de mon point de livraison. Donc ici, je vais utiliser un point de livraison que j'ai enregistré. Je valide. Oh, pardon, ce n'est pas un bon point de livraison, il y a un 0 devant. Donc voilà, là on identifie l'adresse du point de livraison. Bon là en l'occurrence c'est pas le même que j'utilise pour cette déclaration, mais bon comme c'est une déclaration test, ça ne pose pas de problème. Je vais confirmer que justement c'est bien ce PRM là que je souhaite étudier. Et ensuite je vais devoir renseigner des informations sur la personne référente
qui pourra donner son consentement pour qu'on puisse accéder aux données de consommation. Donc, le processus, il est entièrement digitalisé, tout se passe par mail. Quand on renseigne un PRM, on envoie une demande par mail. La personne reçoit ensuite un mail, elle suit les indications qui se trouvent en fait dans l'interface sur laquelle elle atterrit, et on récupère automatiquement le consentement pour accéder aux données de consommation. Donc, je vais vous montrer en détail hein, comment ça se passe. Je mets mon nom, mon adresse mail ici. Bon, le SIRET de l'entité. Éventuellement, si vous partagez un point de livraison entre plusieurs occupants ou plusieurs bâtiments, je vais pouvoir faire une saisie authentième. Je vais pouvoir dire, par exemple, que mon bâtiment occupe 30% de cette consommation de ce point de livraison-là. Et donc, automatiquement, on va récupérer les consommations, les pré-traiter, pour que sur ce bâtiment-là ne soit attribué que 30% des consommations. J'ai fermé sans sauvegarder. Excusez-moi, je recommence rapidement. J'ajoute, et donc voilà, mon PRM se retrouve ici. Je peux faire exactement la même chose pour les PCE, donc les points de livraison gaz. Je ne vais pas le faire ici, parce que c'est vraiment exactement la même chose. Et donc ensuite, on arrive sur la plus grosse étape de la déclaration patrimoniale, qui est le renseignement de vos catégories d'activité. Donc ces catégories d'activité, pour la petite explication, elles permettent de calculer l'objectif en valeur absolue. Parce qu'en effet, on a deux types d'objectifs. On a l'objectif en valeur relative, donc moins 40, moins 50, moins 60% pour les décennies à venir. On a l'objectif en valeur absolue qui, lui, est vraiment un seuil fixe en kilowattheure par mètre carré, disons par exemple 90 kWh par mètre carré pour mon site. C'est un objectif sur lequel vont s'orienter plutôt les bâtiments neufs qui sont déjà performants énergétiquement ou les bâtiments qui ont subi des lourds travaux de rénovation. Ces bâtiments-là, en général, vont déjà être dans les clous en fait, du décret tertiaire puisqu'ils valideront déjà cette atteinte de cet objectif-là, alors qu'atteindre 40% d'économie d'énergie sur un bâtiment neuf, ça peut être très compliqué, voire impossible. Et donc, ces objectifs-là sont calculés en fonction de vos typologies d'activité. Donc, si vous avez des bureaux, des open space, des espaces de stockage, des archives, si vous êtes une école maternelle. Donc, voilà, donc pour vous montrer un peu comment ça se présente. Là, on retrouve toutes les catégories d'activités principales. Donc là, je vais prendre l'exemple des bureaux services publics. Bon, ici, je n'ai pas de surface de locaux techniques. Et je vais ajouter une catégorie d'activité. Donc là, on va donner un nom à cette catégorie-là. Choisir la catégorie. Donc là, on a une catégorie principale, mais on peut avoir d'autres choses. On peut avoir des bureaux, on peut avoir du stationnement. Tout est possible. Et ensuite, j'ai des sous-catégories d'activités qui là sont encore plus précises. Bureau standard, open space, flex office, etc. Étant donné l'arrivée très prochaine de l'échéance du 31 décembre 2022, ça peut être un travail qui prend du temps de segmenter justement en catégories d'activités précises. Donc Opera a mis à disposition en fait une fonctionnalité un peu plus simple qui est la valeur par défaut. Donc chaque catégorie d'activité principale possède une valeur par défaut. Ça permet en fait de déclarer tout son établissement en valeur par défaut sans prendre le temps de segmenter vraiment précisément. Ça a pour effet de faciliter un peu la démarche et d'être plus rapide pour le 31 décembre. En revanche, ça fait que les objectifs qui vous seront calculés en valeur absolue ne seront pas du tout personnalisés et seront plus rigoureux, donc plus difficiles à atteindre. Donc l'idéal en fait pour les personnes qui sont pressées, c'est d'effectuer du coup une déclaration avec des valeurs par défaut et de revenir après, donc disons en 2023, vraiment resegmenter son patrimoine, puisqu'on pourra justement le faire en 2023, il y a une souplesse à ce niveau-là. Donc voilà. Là, je vais prendre le cas des bureaux standards. Je vais préciser les usages de mon bâtiment, donc si j'ai du chauffage et de la climatisation par exemple, et je vais renseigner la surface de mon activité. Ici, je retrouve les dates de début, dates de fin. Ça permet d'historiser l'évolution de mon patrimoine. Donc là, par exemple, j'ai mis 3500 m². Disons que ça commence en 2015. Je pourrais créer une catégorie d'activité antérieure qui faisait, imaginons, 2800 m² avant une extension de 2010 à 2015. Ça permet vraiment de prendre en compte les évolutions de surface, les évolutions d'usage également, et les évolutions d'activité. Donc là, je reviens là-dessus un peu plus en détail. Ici, on a des indicateurs d'intensité d'usage qui permettent de catégoriser l'intensité de l'activité de vos locaux. Donc là, par exemple, pour les bureaux, on a l'amplitude horaire annuelle, la surface de plancher par poste et le taux d'occupation. Si vous modifiez ces valeurs-là, ça va vous calculer les objectifs absolus en valeur absolue qui sont différents. Si vous avez 2 fois plus d'activité, l'objectif en valeur absolue sera, on va dire, 2 fois plus grand
puisque ça va un peu plus justifier de vos consommations importantes. Donc ces indicateurs sont personnalisés pour chaque catégorie. Pour la logistique, on pourra avoir par exemple la température de stockage, la hauteur de stockage, le nombre d'ouvertures de portes sur une réserve à température négative, ce genre de choses. Donc là, je vais pouvoir ajouter ma catégorie et elle arrive directement dans le tableau ci-dessous. Comme je disais, elle commence en 2015. Je vais pouvoir ajouter une catégorie antérieure qui faisait, comme je disais, disons 2800 m². Et donc, je retrouve voilà, l'historisation de l'évolution de ma catégorie d'activité. Je peux vraiment en ajouter autant que je veux. Là, je peux par exemple déclarer des open space en plus, qui ne sont, imaginons, pas climatisés. Je valide, et donc voilà, j'ai une autre catégorie qui intervient. Donc c'est un travail qui est relativement important et qui peut prendre relativement de temps. Mais donc voilà. Vous avez également la possibilité d'ajouter des bornes IRVE, donc des bornes de recharge de véhicules électriques. Ça peut être important dans le cas où vous avez du sous-comptage de la consommation de ces bornes-là sur votre compteur principal. On va pouvoir déduire en fait la consommation liée à ces bornes de votre consommation totale. Donc c'est rarement le cas en fait par expérience que des personnes avaient déjà des bornes avec du sous-comptage sur la période 2010 à 2019, mais ça va être important pour les années à venir, jusqu'en 2050, de mettre en place du sous-comptage pour justement déduire cette consommation de la consommation totale pour les déclarations à venir. Ça va vous permettre d'atteindre un petit peu plus facilement quand même vos objectifs. Donc une fois que vous avez fait tout ce travail-là sur la déclaration patrimoniale, on va pouvoir passer à la déclaration des consommations, qui est l'étape, on va dire, phare du configurateur, qui peut s'avérer être la plus complexe. Et donc, avant de rentrer vraiment dans cette déclaration des consommations, ici, je retrouve les points de livraison que j'avais renseignés. Donc là, en l'occurrence, j'en ai renseigné qu'un seul. Mais donc, on va voir la liste des points de livraison. Et c'est ici que je vais pouvoir envoyer toutes les demandes d'autorisation auprès des titulaires des contrats pour récupérer leur consentement et pour récupérer les consommations historiques associées. Donc, comment ça se passe? Je vais pouvoir cliquer sur ce bouton-là pour envoyer une demande ponctuelle ou cliquer sur ce bouton-là pour envoyer vraiment toutes les demandes. Donc là, à titre d'exemple, je vais cliquer ici pour envoyer la demande. Donc une demande a bien été envoyée récemment. Donc je vais recevoir un mail dans les quelques minutes qui suivent. Et donc ce mail-là va me rediriger vers une interface sur laquelle la personne va pouvoir simplement cocher les points de livraison pour lesquels il souhaite bel et bien transmettre ses données de consommation. Donc pour Enedis, on récupère un historique jusqu'en 2011, pardon. Et pour GRDF, c'est un petit peu plus compliqué. On récupère automatiquement un historique jusqu'en 2017. Et ensuite, ici, on met à disposition l'ensemble des documents pour accéder à l'historique long, donc jusqu'en 2010. Parce qu'en fait, cette demande d'historique long requiert un mandat papier, donc signé soit par vous, soit par éventuellement votre client, et d'envoyer ensuite ce mandat à une adresse mail en fait, dédiée du côté de GRDF. Et donc, une fois ce mandat envoyé, on va pouvoir récupérer automatiquement les données de consommation d'historique long pour les PCE, donc gaz. Donc là, je viens de recevoir le mail, donc demande d'autorisation pour la récupération de données énergétiques. Donc, on a une petite explication qui, justement, précise que c'est dans le cadre du décret tertiaire qu'on souhaite collecter les données de consommation. Et donc, si je clique sur ce bouton-là, j'arrive directement sur un lien où je retrouve l'ensemble de mes PRM et PCE. Donc là, bien que j'avais qu'un seul PRM juste avant, j'en ai plusieurs ici, puisque sur d'autres déclarations, j'ai également un accord à donner. Donc je retrouve tous mes PRM, mes PCE, et ici, je vais devoir cocher les cases, donc les informations que je souhaite bien transmettre à Green System dans le configurateur. Pour aller plus vite, je peux cliquer sur Tout sélectionner. Et ensuite, j'accepte les éléments sélectionnés, c'est-à-dire que dès que je clique sur ce bouton-là, les consentements sont envoyés. Le configurateur commence à rapatrier de la donnée, et donc tout ça apparaîtra dans l'étape suivante. Donc je vais vous montrer ça. Dans le configurateur, tout ça apparaîtra dans cette étape-là. Donc là, ici, on voit qu'on est en attente de l'autorisation du titulaire parce que je n'ai pas encore envoyé les consentements. Je ne vais pas le faire en direct live, parce qu'il y a des PRM pour lesquels je ne souhaite pas le donner. Et donc, je retrouve voilà, cette déclaration des consommations qui reprend tous mes types d'énergie pour l'établissement que je suis en train d'étudier. Donc, je retrouve l'historique de 2009 à 2011 avec de l'électricité, du gaz naturel, du gaz butane et une autre ligne d'électricité qui est dédiée vraiment au compteur que j'ai renseigné juste avant.
Je vais pouvoir faire de la saisie manuelle sur ces lignes-là. Dans le cadre, par exemple, où si je ne suis pas chez Enedis ou pas chez GRDF, je vais devoir faire de la saisie manuelle. Si j'ai du gaz bouteille, du fuel, du bois, on n'a pas de récupération automatique et c'est uniquement issu des factures de livraison ou d'historique de consommation. Et donc là, je vais devoir également faire de la saisie manuelle directement dans l'outil. Donc pour ça, on a deux possibilités. Soit on vient ajouter une valeur à la main. Donc disons ici de 2009 enfin de 2010 pardon, au 1er juin 2010, j'ai consommé 15 000 kWh. J'ajoute et ma valeur ici va s'afficher directement dans l'outil. Ça peut être assez fastidieux, notamment dans le cas où on a beaucoup de données de consommation. C'est pour ça qu'on a une fonction en fait, d'import de masse. Si vous avez des récapitulatifs Excel, par exemple, vous pourrez les importer massivement dans l'outil. Là, je vais vous prendre l'exemple d'un fichier type pour lequel j'avais voilà, un historique de consommation. Donc là, on retrouve toutes les dates de début, dates de fin et les consommations associées. Et donc, ce fichier-là, je vais pouvoir directement l'importer. Cliquez sur le bouton ici, importer un fichier CSV. Je choisis mon fichier. Et donc là, en l'occurrence, excusez-moi, je vais chercher le fichier. Webinaire. Donc, je choisis mon fichier là. Il est automatiquement traité. Donc là, je vois mes dates de début, dates de fin avec les consommations associées. Je valide. Et donc voilà, toutes mes consommations remontent automatiquement dans l'outil. Donc, je vais pouvoir faire ça pour l'ensemble de mes types d'énergie. Donc là, j'ai du gaz naturel. Éventuellement, je vais pouvoir supprimer des lignes. Je vais pouvoir voilà, les supprimer comme je le montre ici. Si jamais la récupération automatique est incomplète, s'arrête, disons, en 2017, je vais pouvoir éventuellement continuer une saisie manuelle pour compléter justement les trous sur cette récolte automatique. Je peux également attribuer donc, des tantièmes sur une ligne de consommation, donc un peu le même principe que j'avais expliqué tout à l'heure, pour attribuer des tantièmes si vous partagez par exemple un compteur. Donc là, je vais pouvoir ajouter une autre ligne de consommation. Donc voilà. Le tableau rouge juste en bas, c'est un tableau qui permet de déduire des consommations. Donc ça va être le cas des bornes RVE que j'ai expliqué juste avant. Ça va être également le cas des activités qui ne sont pas concernées. Si vous avez par exemple des locaux mixtes avec tertiaire industriel, on va pouvoir déduire des consommations des locaux industriels. Si vous avez de l'éclairage extérieur par candélabre, ça va également être le cas. Donc là, en fait, je peux simplement renseigner une ligne avec les types d'énergie associés. Et à la même manière, en fait, je vais pouvoir renseigner les consommations à déduire sur ce site-là. Donc, une fois que toutes mes consommations sont complètes et bien remplies, je vais pouvoir passer donc, à l'étape suivante, qui est l'étape de recherche d'AN référence. Donc, c'est dans cette étape-là qu'on va faire tous les calculs automatiquement. Donc, ici, voilà, on retrouve mon établissement. Tous les calculs qui permettront de calculer votre AN référence et également vos objectifs, donc que ce soit en valeur relative ou en valeur absolue. Donc, je vais cliquer là-dessus et je retrouve donc toutes mes consommations. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis des consommations qui sont relativement importantes avec une surface un peu trop grande. Donc, ce n'est pas du tout parlant. Je fais quelques modifications. Donc, on retourne là-dessus. On réactualise les calculs. Et donc, si je clique sur un établissement en particulier, donc voilà, j'arrive sur l'historique des consommations que j'ai renseigné sur cet établissement-là, donc de 2010 à 2019, et 2020-2021 également. 2020-2021 sont grisées puisqu'elles ne peuvent pas être choisies comme une référence. C'est les années dues au Covid, donc à la crise sanitaire, les consommations ont diminué et donc l'ADEME a décidé de ne pas laisser le choix aux utilisateurs de choisir cette année-là en tant qu'une référence puisque ça pourrait fausser les résultats. Et ça aurait en fait très justement porté préjudice puisqu'il y aurait eu des consommations trop basses sur ces années-là. Donc là, en bleu foncé, on voit l'année qui a été choisie comme année de référence après correction. Donc on a effectué toutes les corrections par rapport aux formules des différents arrêtés. On a identifié l'année la plus consommatrice suite à ces corrections-là. Et donc c'est à partir de celle-ci qu'on a calculé donc l'objectif en valeur relative, donc en 2030 qui apparaît ici, donc en 47 kWh par mètre carré, avec la tendance à suivre en fait pour être dans les clous en 2030. Ici, en orange, vous avez l'objectif en valeur absolue.
Donc ici, bon, j'ai quand même mis des consommations qui sont quand même relativement basses, donc on est d'ores et déjà en dessous du seuil en valeur absolue. Vraisemblablement, pour les bâtiments qui ne sont pas neufs, ça va être quand même rarement le cas. Vous serez très souvent bien au-dessus de cet objectif en valeur absolue, puisqu'il est quand même relativement rigoureux. Donc voilà, vous avez également des projections en 2040, 2050, pour vous donner une idée quand même des tendances à suivre et des montants d'économie d'énergie à réaliser pour ces années-là. Donc vous avez ce récapitulatif pour l'ensemble de vos établissements. Bon là, en l'occurrence, je n'ai fait qu'une seule déclaration, donc je ne l'ai pas sur les autres. Mais donc, ça permet un peu de visualiser toutes mes données de consommation. Si vous avez des données de consommation qui sont manquantes, vous avez des trous dans les années, elles ne pourront pas être sélectionnées comme une référence, puisqu'elles sont considérées comme incomplètes. Donc, le configurateur fera automatiquement le tri et vous indiquera si jamais il vous manque des données de consommation sur tel ou tel site. Vous avez également la possibilité de ne, entre guillemets, pas écouter le configurateur. On identifie 2011 comme une référence, mais vous pouvez également choisir une autre année en cliquant dessus. Ce n'est pas forcément conseillé, mais ça permet, dans certains cas, comment dire, d'uniformiser un peu le patrimoine et de faciliter les démarches dans certaines situations. Mais ça vous portera un peu préjudice dans l'atteinte des objectifs. Et donc ensuite, dernière étape, une fois que j'ai bien tout fait, que j'ai bien déclaré mon patrimoine, mes consommations et que j'ai bien identifié mon année de référence, je vais pouvoir générer mes différents fichiers. Donc le fichier EFA, ici, qui est un fichier patrimonial où je vais retrouver en fait l'ensemble de mes entités fonctionnelles, donc de mes établissements. On retrouvera le SIRET, éventuellement les identifiants du propriétaire, le nom du bâtiment, le numéro de lot, la parcelle cadastrale, l'adresse, etc. Et donc ensuite, on a les fichiers de consommation. Donc on aura un fichier de consommation pour 2020. Même si vous avez 15 déclarations, vous aurez un seul fichier de consommation 2021. Pareil pour 2020. Dans ces fichiers, on trouvera donc l'ensemble des données de consommation annuelles et l'ensemble des catégories d'activité avec les indicateurs d'intensité d'usage donc qui décrivent l'activité, les surfaces, les usages, etc. Ensuite, pour les fichiers de consommation de référence, on aura un fichier par année de référence identifiée. Donc, si vous avez 15 établissements avec 7 en 2015 et 8 en 2014, vous aurez deux fichiers à télécharger. Et donc ensuite, tous ces fichiers doivent être directement déposés sur la plateforme Operate. Donc, quand on se connecte, en fait, on a des onglets EFA et consommation avec des pages d'import. Il faudra simplement aller choisir ce fichier-là dans vos documents. Ils seront automatiquement traités. En général, comme je disais tout à l'heure, ils sont traités dans la demi-heure et vous verrez vos déclarations qui apparaîtront directement sur votre plateforme. Donc, comme je disais, cet outil il est disponible en ligne. On va vous transmettre le lien d'accès au configurateur pour éventuellement vous créer un compte si vous le souhaitez directement. Vous avez des ressources pour vous aider à prendre en main l'outil. Une foire aux questions qui se trouve ici avec une ensemble d'articles qui précisent comment utiliser l'outil sur chacun des onglets. Vous avez également, pour chacune des étapes, un guide interactif ici qui viendra vous préciser comment prendre en main l'outil efficacement et sur quoi vous concentrer pour les premières utilisations. Donc les premières étapes de l'outil sont gratuites, c'est-à-dire que la définition du périmètre et la qualification des sites pour vérifier si vous êtes concerné par le décret tertiaire, vous pourrez le faire gratuitement, simplement en vous créant un compte dans l'outil. Par contre, pour rentrer dans le vif des déclarations, donc déclaration patrimoniale, déclaration des consommations, recherche d'une référence, on va venir, comme vous l'avez vu tout à l'heure, demander la consommation d'un jeton. Ces jetons-là, donc c'est comme ça que fonctionne notre outil. Chaque déclaration consomme un jeton. Et donc, pour alimenter le configurateur, vous pourrez directement soit acheter des jetons directement sur l'outil, donc avec un prix unitaire de 200 €, jusqu'à 10 déclarations. Au-dessus de 10 déclarations, on fait des prix dégressifs, donc vous pourrez éventuellement nous contacter directement. Donc voilà pour la présentation de l'outil. Si jamais vous n'êtes pas, on va dire, staffé, si vous n'avez pas quelqu'un qui serait apte à gérer les déclarations de votre côté ou si vous n'avez pas le temps en fait, de vous occuper de ça avant le 31 décembre 2022, on peut éventuellement vous mettre en contact avec des bureaux d'études partenaires qui pourraient vous accompagner sur l'ensemble des démarches du décret tertiaire.
Donc cet outil permet de réaliser donc, les déclarations initiales donc, pour le 31 décembre 2022. Le décret tertiaire, comme j'ai dit tout à l'heure, ne s'arrête pas là. On aura des déclarations annuelles qui devront être effectuées jusqu'en 2050. Donc le configurateur permettra également d'effectuer toutes les déclarations de consommation pour les années à venir. Il ne fonctionnera plus par import de fichiers comme je l'ai montré à la fin, mais par interfaçage avec la plateforme Opera, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc pour la suite, en dehors des déclarations, il va également falloir vous pencher sur l'établissement de plans d'action et une stratégie d'optimisation pour justement atteindre ces économies d'énergie, donc pour 2030, 2040, 2050. Et donc éventuellement, Green System développe également un outil de suivi et d'optimisation énergétique pour suivre, récolter et superviser l'ensemble des données de consommation de vos bâtiments. Donc la Green Solution, je ne m'attarde pas là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet du webinaire, mais simplement pour vous indiquer ça et pour présenter un peu cet outil-là. On a également des solutions pour vous faciliter le travail pour l'atteinte des objectifs dans les années à venir. Donc voilà pour la présentation de l'outil et pour cette présentation PowerPoint. Je vais maintenant passer du coup à l'étape questions-réponses. Vu qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées, donc je vais les prendre une par une. Donc tout d'abord, est-ce que la déclaration d'une année de référence est obligatoire? Alors non. Si jamais vous n'avez pas d'année de référence déclarée entre 2019 et 2010, Opérat prendra automatiquement la première année pleine d'exploitation de votre établissement. Donc en fait, ça va être 2022 qui va être prise, pas 2021 et 2020 à cause du Covid, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais donc non, vous n'avez pas obligation de déclarer une référence. C'est quand même fortement conseillé, puisque si vous avez effectué des actions d'économie d'énergie, disons, depuis 2015, le fait de choisir une année antérieure à 2015, ça va déjà comptabiliser vos actions d'économie d'énergie dans les 40% à atteindre avant 2030. Donc c'est quand même fortement recommandé. Donc est-ce que l'outil est gratuit? Bon, comme je viens de l'expliquer, l'outil est gratuit pour le début, donc pour la définition de périmètre, création des déclarations et étude de votre assujettissement. La suite est payante, donc on consomme des jetons, un jeton par déclaration. Pourquoi mettez-vous gratuitement à disposition le configurateur? Quel est votre objectif derrière? Alors, l'objectif de la mise à disposition gratuitement pour les premières étapes, c'est éventuellement pour les personnes qui doutent qu'ils soient assujettis, puissent directement identifier leur patrimoine et ensuite aboutir sur la suite payante en fait, du configurateur. Mettre à disposition gratuitement l'outil, ça permet aux personnes aussi de le prendre en main et de ne pas s'engager forcément sur quelque chose dès le départ sans avoir de prise en main de l'outil. Les locataires sont-ils considérés comme des entités fonctionnelles dans le groupement d'entreprises? Alors, si vous avez disons un immeuble de bureau avec un propriétaire et 10 locataires, ça fera 10 entités fonctionnelles différentes, puisqu'une entité, c'est un couple propriétaire-locataire. Et donc, sur Opérat, on aura vraiment une déclaration par couple propriétaire-locataire. Chaque couple aura potentiellement son année de référence personnelle, si jamais vous avez des compteurs propres à chacun des locataires. Donc oui, chaque locataire constitue une entité fonctionnelle. Nous sommes une association, propriétaire d'un bâtiment et locataire d'un autre. Comment déclarer? Alors pour déclarer, ça va constituer deux déclarations. Une association, en général, vous avez soit un SIRET, soit un RNA. Donc les deux fonctionnent dans le configurateur. Donc il va falloir faire une déclaration du point de vue du bâtiment que vous occupez, du point de vue locataire. Donc soit vous vous en chargez, soit le propriétaire s'en occupe de son côté. Il faut généralement s'entendre entre parties. Et ensuite, pareil, hein, pour le bâtiment pour lequel vous êtes propriétaire, il faudra déclarer les couples propriétaires locataires. Un bâtiment hébergeant un EHPAD est-il exonéré de cette déclaration? Non, les EHPAD sont assujettis au décret tertiaire, puisque ce n'est pas uniquement de l'hébergement qui est effectué, c'est aussi une activité de service auprès des occupants de l'EHPAD. Donc les EHPAD sont bel et bien concernés par les déclarations pour le décret tertiaire. Est-ce que vous proposez de vous occuper de notre déclaration? Pour quel coût?
Alors nous, en direct, ça nous arrive de gérer certaines déclarations. On évite de gérer un trop grand volume, parce qu'on n'est pas forcément énormément pour le faire. Donc on vous met en contact avec des bureaux d'études partenaires. Je ne pourrais pas vous dire là en l'état le coût de ces partenaires-là. Ça va se voir au fur et à mesure selon les partenaires avec qui on vous met en contact. Pouvez-vous me confirmer que les équipements sportifs sont exclus du décret tertiaire? Alors non, les équipements sportifs sont concernés par le décret tertiaire à partir du moment où vous avez 1000 m² de surface bâtimentaire. Un stade pardon, de foot en extérieur, bien qu'on ait par exemple de l'éclairage, etc., comme on n'a pas vraisemblablement de bâtiments forcément qui sont au-dessus de 1000 m², ils ne vont pas être concernés. Par exemple, les complexes aquatiques qui font plus de 1000 m² vont être assujettis au décret tertiaire. Si nous n'avons pas les données de consommation pour 2020 ou 2021, quoi faire? Alors, si c'est parce que vous avez emménagé les locaux après 2021, il n'y a aucun problème. Pour les données de consommation 2021-2020, on va pouvoir nous récupérer automatiquement les données auprès d'Enedis GRDF. Pour les personnes qui n'ont même pas de données de consommation à ce niveau-là, ça peut poser problème. Parce que du coup, vous n'aurez pas les déclarations qui seront effectuées. Il y aura peut-être une tolérance de ce côté-là, puisque les années 2021-2020 sont un peu des années, on va dire, test pour la plateforme Opérate. Je ne pourrais pas du tout vous confirmer ça, hein, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais bon, a priori, avec les collectes automatiques, on devrait quand même pouvoir retrouver des historiques de consommation. Je ne suis pas sûr de bien avoir compris. Vous pouvez nous accompagner pour définir un plan d'action pour atteindre les objectifs. Est-ce bien ça? Alors nous, de notre côté, Green System, on ne fait pas vraiment d'accompagnement pour définir les plans d'action. Les partenaires, en général, peuvent s'en occuper. Donc ça va dépendre en fait des cas. Donc oui, certains proposent un accompagnement pour effectuer les déclarations, pour identifier les gisements d'économie d'énergie, pour identifier les actions à entreprendre. Par contre, notre autre solution, donc la Green Solution dont j'ai parlé juste avant, permet éventuellement de définir des plans d'action en justement identifiant les problèmes de consommation dans vos établissements. Est-ce que l'indicateur d'intensité d'usage est obligatoire? Alors oui, ils sont obligatoires. On a des valeurs étalons, donc par défaut, qui sont définies dans les arrêtés. Donc vous pouvez utiliser ces valeurs-là. Donc en fait, il n'y aura pas vraiment de problème si vous ne souhaitez pas vous pencher là-dessus. Par contre, dans les années qui vont suivre, donc 2022, 2030, 2040, 2050, si vous modifiez justement ces valeurs d'indicateurs d'intensité d'usage, il va falloir pouvoir justifier des modifications que vous avez faites. Parce qu'en fait, vous pouvez très facilement dire j'ai 100% de taux d'occupation, ça va vous donner des objectifs plus larges, mais donc il faut vraiment pouvoir justifier de ça pour éviter un peu de pouvoir bidouiller, on va dire, ces objectifs. Ai-je bien compris, un propriétaire sera associé à autant de déclarations de ses locataires? Oui. Sur le compte Opérate d'un propriétaire qui déclare ses locataires ou qui s'est vu déclarer propriétaire par ses locataires, on aura l'ensemble des entités fonctionnelles de tous ces locataires. Donc pour les déclarations, il y a deux possibilités. Soit chaque locataire déclare son entité sur la plateforme Opérate, soit le propriétaire déclare en masse tous ses locataires, donc soit sur la plateforme Opérate, soit avec le configurateur, par exemple. Comment définissez-vous une installation précaire? Nous avons des bâtiments destinés à être démolis dans les années à venir. Sommes-nous assujettis? Alors, une installation précaire, ça va être des installations qui sont vraiment ponctuelles, qui n'ont pas vocation à rester et qui n'ont pas non plus d'historique. C'est, on va dire, une installation précaire sur un chantier va pas être concerné. Par contre, si vous avez des bâtiments, imaginons, on prend un bâtiment classique de 1500 m² qui va être détruit en 2027, a priori, il va falloir faire cette suivi des consommations et déclaration sur Opérate pour les années qui vont suivre. Pouvez-vous me confirmer si après le 31/12, on peut toujours modifier et compléter les données sur Opérate? Alors oui, on peut venir modifier ces déclarations, notamment au niveau, comme je disais tout à l'heure, des catégories d'activité. On va pouvoir modifier également son année de référence. Il y a une souplesse qui a été donnée en 2023 pour le faire, puisqu'en fait, actuellement, beaucoup de catégories d'activité ne sont pas encore décrites dans les textes, dans les arrêtés valeur absolue. Donc, on ne peut pas calculer l'objectif en valeur absolue
pour ces entités-là, donc on ne peut pas calculer idéalement une année de référence. C'est pour ça qu'on a une souplesse qui a été donnée pour 2023 en attendant l'apparition du dernier arrêté valeur absolue 3, qui devait paraître en fin d'année 2022. Vraisemblablement, on table plus sur début d'année 2023, je pense. Pas de comptage entre activité bureau et activité industrielle. Comment faire? Alors, dans ce cas-là, il faut procéder à des simulations thermiques dynamiques pour recomposer les consommations de votre partie bureau ou de votre partie industrielle et de déduire cette consommation-là. Idéalement, c'est plus facile de faire la STD sur les parties bureau. Alors attention, c'est vraiment le seul cas où c'est toléré hein, de faire cette STD. Si vous avez un bâtiment uniquement tertiaire et pour lequel vous n'avez pas d'historique de consommation, une STD ne pourra pas compter comme un justificatif des données de consommation pour cet établissement-là. Les logements appartenant à la commune dont les bâtiments situés sur une même unité foncière dépassent 1000 m² sont-ils concernés? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la situation. Si vous avez, imaginons, on va prendre un exemple un peu grossier, mais la mairie qui fait 1500 m² et des logements à côté qui font 2000 m², la mairie sera concernée, mais pas les logements. Le logement, c'est vraiment une partie, c'est de l'hébergement, c'est pas de l'activité tertiaire, donc ils ne seront pas concernés par le décret. Qu'en est-il des parkings souterrains mis en location? Doit-on le déclarer? Alors oui, les parkings. Alors, ça dépend. Alors attendez, que je réfléchisse. Euh, Non, les bâtiments doivent, les parkings souterrains doivent être déclarés. Si c'est des parkings en extérieur, ce n'est pas le cas. Mais oui, on a une catégorie d'activité stationnement dédiée en fait pour les déclarations. Et pour la répartition des consommations, donc soit vous répartissez au tantième les déclarations de consommation de ces parkings-là, soit potentiellement vous pouvez peut-être déclarer en tant que propriétaire directement l'ensemble des, euh, des consommations. Ensuite, on me dit qu'il y a des questions dans le chat également. Quand on a un patrimoine complexe, comment les bâtiments sont-ils intégrés? Alors, ça dépend ce que vous entendez par complexe. Si vous avez plusieurs bâtiments sur une unité foncière, on peut sélectionner dans le configurateur tous les bâtiments d'une seule entité fonctionnelle. Je ne suis pas sûr si éventuellement vous pouvez préciser le cas d'usage pour cette question-là. Je pourrais y répondre peut-être un peu plus précisément. Bonjour, quelles sont les conditions pour bénéficier de cet outil? Il n'y a pas vraiment de conditions. L'idéal, c'est d'être concerné par le décret tertiaire. Vous pouvez faire des déclarations volontaires, mais ce n'est pas forcément votre cas. Donc, dans votre cas, il faut être concerné par le décret tertiaire. Et c'est en fait le cas d'usage pour utiliser cet outil-là. Bonjour, je n'ai pas compris le système de crédit. Alors, le système de crédit, en fait, quand on vient acheter des déclarations dans le décret tertiaire, imaginons qu'on achète 10 déclarations, ça va créditer votre compte de 10 crédits. Ensuite, à chaque fois que vous passez de l'étape d'assujettissement à l'étape déclaration patrimoniale, on vient consommer un crédit sur le solde en fait, de votre compte pour comptabiliser le nombre de déclarations que vous avez achetées et que vous avez réalisées. Rassurez-moi, les élus font le boulot et la commune paye pour chaque déclaration. Alors, ça dépend hein, qui fait le travail. On peut avoir un chargé qui peut le faire. On peut faire intervenir des bureaux d'études. Est-ce un passage obligé avant Opérate? Alors non, Opérate a une interface homme-machine qui permet de le faire. Cependant, elle ne permet pas, par exemple, de calculer la line référence et les objectifs dédiés. On peut seulement déclarer donc, son patrimoine, ses années de consommation, et il faut déclarer une référence. Mais Opérate n'offre pas les outils pour identifier justement cette année de référence-là. Pouvez-vous répéter qui est dans l'obligation, sinon où trouve-t-on l'info? Alors, les concernés par le décret tertiaire, ça va être les bâtiments ou ensembles de bâtiments qui hébergent des activités tertiaires de plus de 1000 m². Alors, pour tous les cas exemptés, hein, on a une très grande liste. Elle se trouve dans la FAQ Opéra, donc vous pouvez éventuellement éplucher ça si vous pensez dans un cas particulier. Mais sinon, voilà, c'est le seuil des 1000 m² sur un bâtiment, un ensemble de bâtiments, avec un ou plusieurs locataires sur l'ensemble du bâtiment.
On travaille aujourd'hui avec un conseiller en énergie partagée, n'est-ce pas avec lui que l'on doit se mettre en conformité? Alors oui, c'est possible. Je ne pourrais pas vous l'assurer. Enfin, ça va vraiment dépendre des cas, hein, de comment chacun gère ces déclarations-là. Je ne pourrais pas vous répondre vraiment là-dessus. Oui, oui, j'ai oublié de le préciser en début de webinaire, l'enregistrement, donc le replay vous sera envoyé. Et on pourra également, oui, non, j'ai rien dit, puisque l'ensemble des réponses aux questions ont été faites à l'oral, donc vous retrouvez également l'ensemble des réponses à ces questions-là dans le replay. Donc ce sera envoyé à la fin de ce webinaire-là par mail. Et vous retrouvez également dans ce mail-là le lien du configurateur si vous souhaitez vous inscrire et éventuellement utiliser l'outil. Donc dans le chat, c'est bon. Est-ce qu'éventuellement... non, donc c'est bon, on a fait le tour des questions. Donc on va pouvoir clôturer ce webinaire-là. Je vous mettrai rapidement la slide ici pour nous contacter éventuellement. Donc notre adresse mail de contact et le lien de le numéro de notre standard. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez utiliser le configurateur. Donc je vous remercie pour avoir suivi ce webinaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.